Et qu'en fait, le bonheur, c'est ce qui est juste pour toi, ce dans le quoi tu es bien, tu te sens bien, tu es passionné, tu es heureux, Enfin voilà, je veux dire, pourquoi on irait dans une vie qui est autre que ça? C'est juste dommage, alors qu'on a la possibilité. Mais pour ça, comme tu le disais, il faut se reconnecter à soi. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Clap. Bonjour Isabelle, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Nous sommes très contents de te recevoir. Comment vas-tu? Moi, ça va bien, toujours bien. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et en fait, on dit que la croyance crée l'expérience. Donc, quand on y croit, bah, finalement, c'est ce qui se passe. Nous sommes très très heureux de t'avoir sur le podcast. On a eu d'une belle discussion en amont et qui m'enthousiasme beaucoup sur cette discussion. Tout d'abord, peux-tu te présenter à notre audience pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Écoute, donc moi, je suis Isabelle Layer, je suis journaliste culture, je travaille sur la chaîne France Info TV. Donc, ma spécialité, c'est vraiment d'interviewer des artistes, mettre en avant ce qu'ils font, leur création, quelle qu'elle soit. Je suis aussi podcasteuse, comme toi. Mon podcast s'appelle Viser la Lune et là, j'interviewe des artistes, des personnalités sur le chemin qui les a menés à leurs rêves, avec des hauts, avec des bas. Et l'idée, c'est finalement de faire comprendre que ceux qui réalisent leurs rêves, c'est ceux qui ne lâchent pas. Et aussi que finalement, ils nous disent tous pareil, c'est que les moments les plus durs, c'est les moments qui les ont le plus construits. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Je suis aussi artiste, je joue, je chante, je danse, je monte des spectacles, comme par exemple Mademoiselle, le spectacle musical qui a été nommé au Petit Molière. Donc, c'est aussi un joli rêve et qui parle de croire en ses rêves, en fait. Tu vois, je lis un peu partout pareil. Je suis aussi speaker, j'ai une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves. Et là, je décrypte un peu qu'est-ce qui fait que c'est notre vie, on a la main, et pourquoi on ne réalise pas ses rêves? Qu'est-ce qui fait dans la société que ça arrive comme ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Je donne le secret des gens qui réalisent leurs rêves. Voilà, c'est une conférence hyper positive, avec un moment à la fin où on échange quand c'est possible. Et c'est vraiment une chouette expérience. Et puis, grande nouvelle, ça y est, c'était aussi un rêve. Je suis autrice. J'ai mon livre qui s'appelle merci, qui s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie, qui est un manuel pratique pour aller à la rencontre de ses rêves, déplacer des montagnes, finalement se créer la vie qui nous va, qui va nous rendre heureux, et qui sort aux éditions Erol fin janvier donc 2022. Et je suis super contente parce que c'est une nouvelle aventure, et puis c'est aussi une aventure dont le but est de faire du bien. C'est un livre pour moi, je veux vraiment tout ce que j'ai vécu, parce que moi, finalement, croire en mes rêves a changé ma vie. Ça fait des années que je travaille là-dessus, que j'étudie, que j'expérimente, etc. Je suis coach aussi, donc le coaching m'a aussi permis de comprendre des tas de choses pour moi et donc pour les autres. Et de toutes ces connaissances, au-delà de mes coachings, au-delà de toutes mes interactions, mes spectacles, etc., c'est de tout mettre dans un livre pour que les gens puissent par des exercices, par aussi la compréhension de différentes thématiques qui vont de le regard des autres, la créativité, voilà des tas de choses qui sont nos outils, comment bien s'organiser, etc., qui vont faire en sorte que les gens aient en main toutes les cartes pour eux aussi aller à la rencontre de leurs rêves, parce qu'on n'a qu'une vie, donc autant qu'elle soit belle. C'est une très très belle philosophie. J'ai l'impression qu'on aurait cette discussion hyper centrée autour du rêve, de la réalisation de ses rêves et de l'écoute, de savoir écouter cette voix intérieure qui rumine tout le temps de ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait poursuivre, qui nous connaît au final. Qu'est-ce que cette petite voix-là te disait à toi quand tu étais toute petite? Voilà, cette voix, elle est très importante, hein. Alors, cette petite voix me disait, bon, quand j'étais toute petite, donc je suis grandie en Belgique, c'était pas très, très rigolo dans ma famille. Enfin, voilà, c'est pas super cool. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis dit, plus tard, je serai heureuse. Et je me redisais ça, plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse. Et donc, je me suis accrochée à mes rêves. Et ça m'a donné finalement une sorte de phare à l'horizon. J'utilise beaucoup cette image de phare à l'horizon. Je me disais, ben voilà, là, ok, pour l'instant, c'est un peu la galère, mais je vais m'y accrocher. Et voilà. Et ça, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai vu aussi
grâce à la télé, entre autres, qu'il y avait des familles qui étaient heureuses, qu'il y avait des gens qui faisaient des choses incroyables, que finalement, tout était possible dans la vie. Et ce n'est pas un hasard, je pense, si aujourd'hui je travaille à la télévision, parce que quelque part, la télévision m'a offert des perspectives, m'a montré autre chose. Donc voilà, c'est ça, je me suis accrochée à mes rêves et ça a changé ma vie, vraiment. Mm. C'est très fort ce que tu dis parce il y a plein de gens justement qui n'ont pas ces inspirations dans leur vie proche et que la télé, le cinéma peuvent projeter dans une réalité qui peut les inspirer et de là que c'est très important. Et la quête de tes rêves te fait quitter ta Belgique natale pour Paris. Que représentait Paris et comment se passe ton arrivée? Alors, bon, pour moi, Paris, ça a toujours été, venant de Belgique, vraiment the city, quoi. Donc, puisque moi, je suis dans l'artistique, je suis dans les médias, j'adore la culture. Donc, pour moi, Paris, c'est sublime, c'est une ville majestueuse déjà, avec une histoire. En Belgique, on étudie l'histoire de France, donc je connaissais tout ça, enfin une bonne partie en tout cas. Et déjà, ça me faisait rêver. La ville, elle est sublime. Moi, je me balade encore à Paris aujourd'hui. Je me dis, je suis parisienne, je ne reviens pas. Donc, encore aujourd'hui, au bout de 15 ans, je suis toujours émerveillée. Et puis aussi, ben, dans les métiers que je fais, l'artistique, les médias, etc., ben, voilà, pour moi, c'était une dimension supérieure. La Belgique, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein de choses là-bas, mais il y a 3-4 millions de francophones. En France, il y en a 66, Mhm. 67, donc il y a 20 fois plus de possibilités. C'est aussi Paris, bah, comme Bruxelles aussi, hein, c'est un lieu cosmopolite où on rencontre des gens de partout qui viennent aussi tenter leur chance, qui viennent aussi croire en leurs rêves. Et voilà, donc j'adore rencontrer ces gens, j'adore être dans ce bain-là tout en sachant que Paris, c'est quand même une ville aussi dont il faut se protéger parfois, parce que c'est beaucoup d'énergie, parce que c'est pas toujours simple. Oui. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu. Mais moi, c'est mon chemin. Il me va bien. Je suis aussi dans la culture, dans l'artistique. Donc, je connais pas le métro boulot dodo. Donc, je suis dans quelque chose qui me va bien. Voilà, le bon Paris. Donc voilà, pour moi, c'est Paris, c'est plein de rêves. C'est aussi tout est possible. Et à peine avoir débarqué à Paris, j'ai trouvé un boulot de journaliste. Alors que finalement, moi, j'ai fait des études de journaliste. Mais pour gagner ma vie, parce que je me gère depuis que j'ai 18 ans, donc il fallait que je gagne ma vie. Et donc pour gagner ma vie, je faisais des spectacles, etc. Et donc à la fin de mes études de journalisme, eh bien, on avait monté une compagnie avec deux amis. Cette compagnie, elle cartonnait. On faisait des télés, on faisait plein d'événementiels à Paris entre autres, mais un peu partout. Et du coup, bah, le côté journaliste, je m'étais dit, bon, là, je m'éclate en tant qu'artiste, en tant on dirigeait cette compagnie aussi. C'était incroyable. Moi, j'ai fait des trucs devant 5000 personnes, des trucs que Wow. j'avais même pas pensé y rêver, tellement que c'était dingue, quoi. Et donc, comme c'était génial, à la fin de mes études, la compagnie cartonnait. Donc, je me suis dit, bah, je ferai journaliste plus tard. Et puis, je faisais des petites piges à gauche, à droite, parce que j'adore ça. J'en plaçais des copains, parce que je kiffe, j'adore. Mais du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, c'était aussi le moment où j'avais fait un peu le tour de tout ça et je me suis dit, bon, il est temps pour moi de revenir au journalisme, c'est le moment. Et du coup, bah, je suis arrivée à Paris. J'ai eu la chance de trouver un premier job de journaliste, mais qui était, voilà, ça a duré 3-4 mois, pas plus. Oui, Et c'était puis après, court. ça a été la galère, vraiment la galère. C'est-à-dire que ben, j'avais pas vraiment un CV de journaliste puisque j'avais fait mes 3-4 mois, quelques piges, alors des études, le diplôme, mais je connaissais personne. C'était une période aussi où il n'y avait pas beaucoup de boulot, je ne sais pas, donc je m'étais inscrite dans des agents d'intérim, j'avais un bon profil Wow. et il n'y avait rien, quoi. Donc je me suis retrouvée à scanner des factures, à travailler comme hôtesse à gauche à droite. Je me dis, Lisa, tu as un diplôme, tu as été chef d'entreprise, tu as géré des gens, tu as fait des trucs super et tu as un bon niveau et tout, et tu te retrouves à faire des trucs, à pas trouver de... Mais, et c'est justement ça, la puissance du rêve. Je me suis accrochée à mes rêves, comme quand j'avais 18 ans, je me suis retrouvée limite à la rue, je me suis dit, ok, accroche-toi à tes rêves, comme à mes 11 ans, où je me suis rendu compte, en redoublant, en fait, que bah, finalement, je ne pouvais pas compter sur mon entourage et que il fallait que je compte sur moi, en fait, que soit je comptais sur moi et j'essayais de changer mon destin, soit je continuais comme ça et je pouvais passer à côté de ma vie, quoi. Et donc voilà, tous ces moments-là, ils ont été pas forcément simples. Grâce à mes rêves, je m'y suis accrochée. Ça m'a donné la force. Au plus haut parfois de mon désespoir, je me suis dit un jour, tu seras heureuse, ne lâche pas. Et voilà, et après, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes, etc. Mais
mais ça part de soi. Vraiment, ça part de soi. Finalement, c'est peut-être ça le mindset qu'il faut avoir quand on est dans le creux de la vague. Ah, mais complètement. C'est pour ça. Trouver son bon rêve, son bon objectif, son bon, peu importe le mot qu'on dit, parce que parfois, le mot rêve, pour certaines personnes, c'est trop fort, c'est trop grand, ça fait peur. Donc, trouver le bon choix, la chose qui nous fait vraiment envie. Et ça, il y a des trucs. Hein, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans voir le temps passer? Qu'est-ce que vous payeriez pour faire dans votre vie, tellement c'est génial pour vous. Quand vous voyez des gens le faire, vous voyez trop à leur place, pas parce qu'ils sont connus ou qu'ils sont riches ou quoi, mais juste parce que ça vous plaît, quoi. Voilà, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et quand vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer, et parfois c'est bien d'avoir un coach pour vous aider, parce que c'est vrai que notre éducation, notre vie, les contraintes, le regard de l'autre, la pression des parents, les pressions de la société, etc., font que parfois on ne sait plus trop où on a fermé cette porte. Mais moi, je suis vraiment persuadée qu'on l'a en nous. Et donc, parfois, un coach peut vous aider vraiment à retrouver ça petit à petit. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas faite en un jour. Un château, c'est brique après brique. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est pour ça parfois que les rêves, les gens n'y vont pas. Et ils repoussent, ils trouvent 5000 excuses. Parce que c'est tellement gros, ce château-là, qui nous fait rêver que finalement, il faut prendre brique par brique. Et si on n'arrive pas à le faire tout seul, il n'y a pas de souci, un coach vous aidera. Et en tout cas, il ne faut pas rester là à repousser au lendemain, parce que la vie, c'est ici et maintenant, et que peut-être que demain, ce sera fini. Donc, allons-y, quoi. Et c'est vrai qu'on entend souvent, parce qu'on a aussi, je parle d'une manière générale, envie de prendre ce raccourci-là vers le succès de ce qu'on essaie de construire, qu'on en oublie même le chemin, le voyage, qui est souvent plus important et enrichissant que la réussite en elle-même de ce qu'on essaie de faire, parce que c'est là où on apprend le plus de choses sur nous-mêmes. Quand tu... Oui. Sur le chemin, tu grandis, tu construis. Et puis, si tu arrives trop vite et que tu as une opportunité, si tu n'as pas construit, si tu n'as pas appris, tu peux la foirer, ton opportunité. Moi, j'ai vu des gens, parce qu'ils avaient des passe-droits, arriver à des postes et s'écrouler, quoi. Et ça reste, ça se sait, tu vois, donc c'est un peu dommage. Tandis que si tu apprends, après, il y a le mix entre être prêt et puis il y a aussi souvent les gens, et c'est souvent les femmes malheureusement, c'est qu'elles attendent, il paraît qu'une femme, elle attend d'avoir 80% de compétences pour postuler et qu'un homme, c'est 20%. Donc, il faut peut-être faire finalement un petit mix des deux. C'est-à-dire qu'à un moment, personne n'aura 100% peut-être des compétences, mais voilà. Et à un moment, il faut quand même avoir un petit peu... après, c'est assez général ce que je te dis, hein, il y a sans doute des exceptions, mais apparemment, c'est une étude qui a été faite. Et donc, il y a un moment, faut apprendre, et puis à un moment, il faut se lancer. Il faut trouver le juste milieu. Mais moi, les raccourcis, quand tu n'es pas prêt, je trouve que c'est du gâchis, parce que tu peux vraiment passer à côté de ta chance, quoi. Donc, apprendre, grandir, s'améliorer, être prêt. Et les Anglais disent que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Eh Et ben, ils ont bien raison, les Anglais. c'est là que c'est là que ça se passe. Tu commences justement à retrouver une stabilité dans cette période-là, et tu te renies ta créativité, et tu te retrouves à écrire un spectacle sans le savoir ou sans t'en rendre vraiment compte. Ah Comment se ouais, passe cette période-là? C'est cette fou quand histoire, même. elle est dingue. En fait, donc je commençais à faire des petits trucs à gauche à droite. Déjà reprendre des cours. Moi, de toute façon, j'adore prendre des cours, voilà, toujours m'améliorer et tout. Donc je reprends des cours, me remets en contact. Assez rapidement, les gens voient que ça a été mon métier, donc ils voient que je suis pas débutante et tout. Donc on commence à me proposer, participer à des petits spectacles, etc. Et un jour, je sors d'un spectacle et bon, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit, mais mon spectacle idéal, c'est moi qui le connais. Puisqu'il est en moi, parce que c'est avec ce qui me passionne. Et je me suis dit, tiens, ce serait quoi? Et j'ai commencé à me dire, voilà, ce serait un spectacle avec des chansons, parce que j'adore chanter. Et donc, je fais toute une liste de mes chansons préférées. Et puis, ça raconterait quoi? Ça raconterait l'histoire d'une nana qui part à la conquête de ses rêves et à qui il arrive des hauts et des bas.
Et puis voilà, bon, vas-y, quoi, en gros. Mais à ce moment-là, tu ne conscientises pas. Mais moi, ça raconte toujours ça. Tu vois, c'est pas gagné au départ. On se bat, on a des coups dans la gueule, on se bat et on y arrive. Bon, l'histoire de ma vie, l'histoire de mes spectacles. Et du coup, je commence à écrire un truc. Et les chansons, à ce moment-là, c'était en anglais. C'est répertoire jazz, cabaret, comédie musicale américain que j'adore. Et à ce moment-là, je vais voir un spectacle d'amis qui était génial, mais qui était en anglais. Et là, je me rends compte que chanter en anglais en France, ça ne marche pas. Parce qu'on n'écoute pas les paroles. Même moi qui parle anglais, je devais faire gaffe, chaque fois me reconcentrer, puisque tu regardes plein de choses. Donc je dis, OK, il faut que ce soit en français. Je commence à traduire toutes les chansons en français. Je commence à faire une histoire en disant, elle part, donc ça part de ses parents. Il y a My Heart Belongs to Daddy de Marilyn Monroe. Il y a, pour le papa, la maman, il y a dans Cabaret une super chanson hyper drôle sur la maman. Ne dites pas à maman que je suis en train de travailler dans un cabaret, que je fais les 400 coups, etc. Et ça correspondait à mon histoire. Et j'ai fait tout le fil comme ça. Et donc, je m'éclate, je passe des nuits blanches à faire mes traductions, à écrire mon truc et tout ça. Et je travaille les chansons avec mon coach vocal, parce que je les adore et tout, et j'ai travaillé et tout. Et à un moment, il me fait, Isa, là, tu as travaillé toutes les chansons, en fait, ton spectacle, il est quasiment prêt. Il faut le jouer. Et là, je fais, ah bah ouais. J'y avais pas pensé, en fait. C'est-à-dire que moi, parfois, je fais des trucs, je suis le flow. Et vraiment, mais si je peux vous conseiller, mais essayez de ressentir ce qui vous vient, faites-le. Et je sais, souvent, il y a des trucs, je les fais, je ne sais pas pourquoi. Je comprends après. Le podcast, j'ai suivi le flow, je n'avais pas de stratégie ou quoi que ce soit, plein de choses. Voilà. Et du coup, je fais, d'accord, je suis une femme de challenge, je vais le faire. Là où on répétait, il y avait une petite scène, on pouvait mettre 40 sièges. Et donc, je l'ai fait. Tous les gens... je donnais des cours d'expression scénique sur place aussi et tous les gens de tous les cours sont venus, enfin 40 personnes, on a fait 2 soirs. Et là, tout le monde m'a dit, Isa, c'est génial et tout. Et tout le monde m'a dit, mais il faut que tu continues, il faut que tu continues. Et même des amis de M6 et de François et Isabelle qui étaient à Comédie, dont j'étais l'homologue en fait à l'époque parce que mon métier était à France 4 de choisir des spectacles. Je les ai fait venir en me disant, mais vous en pensez quoi? Parce que tout le monde me dit, c'est super, mais OK, mais vous êtes des pros, donc dites-moi vraiment. Et ils m'ont dit, mais Isa, il faut que tu continues, c'est super, c'est hyper pro, etc. Vas-y, continue. Et du coup, ça, c'était mon premier spectacle, ça s'appelait Love Cabaret. Et du coup, de fil en aiguille, un jour, à ce spectacle-là, donc je l'ai fait dans un autre lieu après, puis je me suis retrouvée au théâtre du Gymnase, incroyable. Voilà, finalement, grâce à Michel de Tadiani, qui était mon coach vocal, il m'a un peu poussée. Et voilà, et moi j'ai foncé. Et du coup, on a monté ce spectacle dans une petite salle du théâtre, donc du gymnase, avec un ami qui s'appelle Chris, que j'ai mis à la régie parce que j'avais 0 budget. Et lui, il est super bon en artistique, mais il fait pas grand-chose, mais je connais son potentiel. Donc je l'ai mis, donc il avait la trouille, donc c'est l'artiste qui rassurait son technicien. Je dis, on va y arriver tout. Mais on s'est éclaté comme un fou, on s'est éclaté comme des balades. Et un jour, arrive un ami que je connaissais de la Belgique, Philippe Davila, qui était venu à Paris faire Roméo et Juliette. Il avait un des rôles principaux, Mercutio, et faire plein de beaux trucs après. On s'était retrouvés. Et il est venu voir le spectacle. Et il m'a dit, Isa, c'est super. Vraiment, t'es une belle artiste. Je vois très bien, on peut aller, etc. Le stade suivant, maintenant, c'est de prendre un metteur en scène et d'aller plus loin. Et là, je lui dis, écoute, ouais, j'adorerais, mais j'ai pas de budget, quoi. Ça coûte cher de faire un spectacle. Et il me fait, écoute, tu sais déjà pour ton metteur en scène, si tu vois quelqu'un, demande-lui, parce que t'es passionné, tu fais les choses pas pour l'argent, il y a d'autres gens comme ça, tu vois. Et là, j'ai regardé avec des grands yeux, j'ai dit, moi, j'adorais ce qu'il faisait, c'est un super artiste. Je dis, je te demande. Et il m'a fait, mais tu sais quoi, avec grand plaisir, je vois très bien, on peut aller, j'adorerais, quoi. Et là, j'étais là, quoi? Toi, tu veux bien? Je suis en train de me pincer, j'y pince moi. Et c'est là qu'on a fait Mademoiselle, le spectacle musical, cette fameuse histoire, et qui a été nommé au Petit Molière avec Vincent Gaillard au piano, avec un producteur, une énorme chante. C'est tellement d'artistes espèrent avoir un producteur. Et le producteur, c'est Hervé Compan du Théâtre du Marais à Paris, donc famille, quoi. Et c'était juste une expérience formidable, exceptionnelle. Voilà. C'est fou comment C'est dingue. ça s'enchaîne et que les pièces du puzzle se mettent en place. Oui, parce que je vais te dire un truc. Quand ta démarche est juste, il y a quelque chose en développement personnel qui dit l'univers entier conspire pour t'aider.
Et moi, vraiment, il s'est passé plein de choses où des gens m'ont aidé sur ce spectacle, etc. Parce que je pense que c'était juste, je le faisais pour les bonnes raisons. Pas des raisons d'ego, d'argent, non, des vraies raisons puissantes pour moi, qui est finalement ma mission de vie qui m'est tombée dessus et que j'ai pas choisi quelque part. C'est de dire aux gens, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves. Et que j'accepte parce que c'est la plus belle mission du monde. Mais voilà. Et tout ce que je fais comme ça, dans le juste, et de toute façon, aujourd'hui, je fais que des choix, enfin, j'ai toujours fait que des choix de cœur et pas des choix de calcul ou de raison. Eh ben, j'ai plein de choses qui arrivent et qui m'accompagnent, comme ma conférence, la conférence sur la magie de croire en ses rêves. À un moment, c'est le confinement. Et là, je fais, bon, ok, ça fait longtemps que j'y pense à cette conférence. Là, je vais la faire parce que je voyais tellement de gens souffrir. Alors, j'essayais de faire du support téléphonique pour les copains, les gens qui n'allaient pas bien, etc. Mais là, je me dis... puis il y a des tas de gens qui me disaient, voilà, avec ton spectacle, ce serait tellement chouette de le faire là parce que ça donne de l'espoir aux gens. Et là, je me suis dit, bah, je vais passer au stade de conférence et tout, parce que ça, tu peux le faire aussi en ligne si jamais ça perdure. Et du coup, j'ai écrit la conférence et je me suis dit, bah, c'était en juillet, août, je me suis dit, tiens, ce serait génial que je puisse la faire en septembre, octobre, 2 fois, par exemple, pour un peu la tester. Et comme par hasard, c'est venu à moi, parce que c'est juste, parce que c'est pas du calcul, parce que ça fait du bien, parce que je suis dans ma mission, dans ce que j'aime, dans ce que je peux partager, qui apporte aux autres, en fait. Et ça, c'est beau. Tu es dans ton alignement et tu dis quelque chose qui moi m'attrape en tout cas si je peux dire ça comme ça, c'est que tu dis que tu fais souvent les choses avec le cœur et pas avec le cerveau et des calculs. Et est-ce que c'est une manière aussi de dire que on parlait au début de cette voix intérieure là, et c'est une manière aussi de dire que tu suis ton instinct et au final tu écoutes plus ton corps et c'est qui te fait résonner cette partie là plus brute de toi plutôt que cette partie là plus réfléchie de toi, et en quoi c'est très important de manière générale de pouvoir entendre et d'écouter cette partie-là. Bah, c'est hyper essentiel parce que finalement, ton cœur et ton âme, ils savent ce qui est bon pour toi. Tout le reste, c'est de l'éducation, c'est de la culture, c'est il faut ceci, il faut avoir tel statut, il faut de l'argent, il faut une maison, il faut telle voiture, il faut ceci, il faut cela. Alors, moi, je l'ai compris assez tôt parce que, en fait, j'ai vu petite des gens qui ont fait vraiment, dans ma famille, des gens qui faisaient des choix que de calcul. Et c'est des gens qui ont vraiment enfin, qui sont passés à côté de leur vie, selon mon analyse à moi. Mais moi, j'ai pas vu du bonheur, j'ai pas vu, voilà. Et donc, ça m'a vraiment montré très jeune qu'en fait, ça te rend pas heureux et ça rend pas les gens autour de toi heureux. Et que surtout, ça foirait à chaque fois, en fait. Ça foirait, vraiment, ça foirait. Donc, c'est déjà de prime abord, c'est moche de faire des choix de calcul, d'intérêt, etc. Mais surtout, ça t'amène pas au bonheur. Ça t'amène pas du tout au bonheur. Et qu'en fait, le bonheur, c'est ce qui est juste pour toi, ce dans le quoi tu es bien, tu te sens bien, tu es passionné, tu es heureux, Enfin voilà, je veux dire, pourquoi on irait dans une vie qui est autre que ça? C'est juste dommage. Alors qu'on a la possibilité. Mais pour ça, comme tu le disais, il faut se reconnecter à soi. Parce que avec cette éducation, cette peur du regard des autres, cette peur de décevoir nos parents, voilà, ce que l'on doit être, et ben c'est à cause de ça qu'on se déconnecte et que du coup on la sent plus. Mais la plupart des gens ont quand même encore un petit quelque chose. C'est est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous dire ah oui, je l'avais senti. Ah oui, je le savais. Ah oui, j'avais une petite voix. Et bien ça, tout le travail, c'est de l'entendre au début, le plus rapidement possible. Et au début, on l'a après, donc c'est ça. Ensuite, ça vient plus tôt et de plus en plus tôt. Et aussi, parfois, c'est comme quand on se met en couple, il y a un truc qu'on ne veut pas voir, on met ça sous le tapis. Et puis en fait, le nombre de gens qui me disent « mais je le savais en fait ». Sauf qu'en attendant, tu as perdu du temps, tu as souffert, c'était pas cool. Et en fait, parfois, même si ça ne nous arrange pas, parce que c'est ce qu'on pensait qui était bien pour nous, il faut pas y aller. Il faut écouter le truc.
Et vraiment, ça se travaille, parce que moi, je l'ai travaillé. Avant, ça arrivait tard. Et puis, ça vient de plus en plus tôt. Et à un moment, finalement, je pense que ça devient naturel et tu suis le flow. Moi, je serais capable d'arrêter un truc ou de dire non à un truc super important, super magnifique, si mon instinct me dit non. Et même si je ne sais pas maintenant pourquoi, je sais que je le saurai un jour. En tout cas, je sais que ça me protège. Alors après, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit la peur qui nous parle et qu'on croit que c'est la peur, mais on croit que c'est notre instinct, mais c'est la peur. Donc ça, il faut bien faire la différence. Mais en s'aguerrissant, au fur et à mesure, voilà, vraiment un petit truc pour ça. Entraînez-vous déjà à faire vos choix. Qu'est-ce que tu as envie de manger? C'est tout con. Essaie de ressentir ce que tu as envie de manger. Quand tu es dans un magasin, quel t-shirt, le bleu, le rouge, le vert, voilà. C'est vraiment, vas-y. C'est vraiment se réhabituer à faire des choix, ne pas déléguer les choix. Oh, c'est comme tu veux. Non. Reviens au choix. Tiens, tu veux faire quoi ce soir? Oh, c'est comme tu veux. Non. Réapprendre à choisir. Réapprendre à, tiens, j'ai envie de quoi? C'est tout un chemin. Il y a des gens qui l'ont perdu, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Mais déjà, par ces petits exercices-là, de la vie quotidienne, c'est un premier pas. Et c'est vrai que même ça, on commence à le voir chez les petits-enfants. Quand ils commencent à pouvoir parler, ils disent très vite non. Commencent à choisir. Commencent à dire non, mais j'ai pas envie de faire ça. Non, 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 non. Ils disent souvent non. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que tu dis là. Et Euh, sur les vêtements, un exercice pour les enfants, laissez-leur choisir leurs vêtements. Bon, après, si c'est totalement décalé, qu'ils choisissent autre chose. Mais voilà, ne faites pas tout pour eux. C'est vraiment habituez-les à choisir, à ressentir ce qu'ils veulent et à faire le choix qui correspond à ce qu'ils veulent. Et si c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas grave. C'est plus important qu'ils apprennent à choisir, que les enfants apprennent à choisir, à se faire leur avis et à dire leur avis, même s'il est différent des autres. Parce qu'on se formate pour ne pas être différent des autres, parce qu'on croit qu'on ne va pas être aimé, qu'on va être jugé, qu'on va être rejeté. Mais on se perçoit et c'est bien pire. C'est ça la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est des gens, ils se disent « Oh là là, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais je vais bientôt mourir. Mais où est-ce que je suis? Mais c'est pas du tout ça que je voulais. » Et il faut tout baldinguer. Alors moi, j'adore. Je trouve ça génial parce qu'enfin, les gens se donnent l'autorisation d'être eux-mêmes. C'est magnifique. Mais ça peut venir plus tôt aussi. Et il y a des gens, ils ont ça, ils ne s'autorisent pas. Donc vraiment, vraiment, c'est un gros secret. Hein. Il y a quelque chose vraiment à travailler là. La première chose à faire, c'est ça. Déjà les petits choix. Et puis on va de plus en plus loin. Et on voit là justement la coach qui est en toi, qui donne des petites briques. Pourquoi déjà aller vers ça, le coaching pour peut-être certainement aider les gens, et là aussi à une plus grande échelle, carrément écrire un livre pour donner des tips et des astuces, justement, un truc que les gens peuvent utiliser dans leur vie quotidienne et utiliser une littératie pour en dégager justement une littératie. Peux-tu nous en dire plus sur ça? Ben, en fait, moi, j'ai toujours été coach quelque part. C'est-à-dire, j'ai toujours écouté les autres, j'ai toujours été la confidente, et j'ai souvent conseillé. Alors, un coach ne conseille pas, mais j'étais souvent dans l'écoute, je conseillais, j'écoutais, je posais des questions déjà. Et à un moment, je me suis dit, ouais, j'ai quand même un impact que je ne veux pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pouvoir. Je ne veux pas avoir d'impact, je ne veux pas décider pour les autres, etc. Mais j'ai lu beaucoup de livres de psychologie, j'ai pas mal étudié ça. J'étais quand même consciente des phénomènes de projection et compagnie. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même une responsabilité, même dans mon écoute et mes conseils et tout. Donc, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que j'envoie quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas lui, mais qui est moi. C'est pas possible, un truc pareil. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse des études de coaching. Et donc, c'était une période où j'étais arrivée à Paris. J'étais en intérim dans des trucs de luxe, hyper luxe, où les gens étaient tous malheureux. Donc, j'avais vraiment besoin d'humain pour compenser, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et je trouve une des formations, c'est David Lefrançois. Et je l'ai au téléphone. Et on se prend rendez-vous, je sens bien le gars. Et donc, je vais le voir. Et tout ce qu'il dit pendant notre rendez-vous pour voir si on va faire ça ensemble ou pas, enfin, si je veux dans sa formation, tout ce qu'il disait, j'aurais pu le dire.
C'est-à-dire que c'était des évidences pour moi que je n'avais pas forcément formulées déjà, mais je buvais ses paroles. C'était génial, c'était passionnant. Enfin, voilà. Je dis, OK, David, je viens chez toi. Sauf que je venais d'arriver à Paris, j'avais pas d'argent, j'avais rien, j'avais pas de CIF, de DIF, de rien du tout. Je fais, David, écoute, est-ce que tu me permets la formation, je sais pas, c'était 4 000, 5 000 euros, j'ai pas d'argent. Tu me permets de te payer 300 euros par mois, juste pour toute la formation, et même au-delà, parce que ça va dépasser. Fais-moi confiance, je suis quelqu'un de droit, de bien. Et il m'a fait confiance. Et ça, merci. Et du coup, il m'a permis de suivre cette formation. Ça a duré 1 an. C'était hyper sérieux, hyper intéressant. On avait des séminaires, des cours, des gens de l'extérieur qui venaient, Richard Cross, je sais plus, enfin, plein de gens incroyables. On a dû coacher aussi à partir d'un moment où on était prêt. On avait des examens, on a dû faire un mémoire. Enfin, le truc, 1 an, quoi. Méga sérieux. Et moi qui suis une passionnée de cours et de formation, tu me la fais pas, quoi. Un truc un peu mou du genou où tu n'apprends rien, ça ne marche pas chez moi. Moi, il faut que ce soit, allez, on y va, on apprend, quoi. C'était passionnant, c'était génial. Voilà, et donc je suis sortie comme ça du coaching. Et après, j'ai pu effectivement coacher avec tous les outils. Voilà, il y a beaucoup de questions, de mirroring. Un coach ne conseille pas, jamais. Un coach, il est là pour vous poser les bonnes questions, vous faire prendre conscience des choses et pour vous accompagner sur votre chemin, pas celui qu'il a décidé. Et du coup, mais c'est en plus après, moi j'ai fait des coachings, mais j'ai vu des vies se transformer, mais même moi, je n'en revenais pas. Le coaching avec un beau coach, c'est exceptionnel, quoi. Ça change la vie. Et vraiment, c'est presque magique, quoi. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, j'avais mon spectacle, j'avais plein de choses. Donc, du coup, j'ai mis un peu ça de côté. J'ai fait plutôt des stages de coaching, des stages aussi d'autres choses. J'ai des stages d'animation télé, des stages de prise de parole en public, aussi de coaching scénique pour des artistes aussi, pour les aider à donner le meilleur sur scène et tout. Et donc voilà, mais le coaching, c'est juste exceptionnel, quoi. Franchement, moi, je conseille à tout le monde de prendre un coach. Toute personne qui se dit, tiens, là, je tourne un peu en rond, renseignez-vous, le bouche à oreille, etc. Mais un bon coach, ça vous accompagne, c'est exceptionnel, quoi. Et puis, un coach, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir de projet pour vous ou peur pour vous. Il va vous accompagner. Les gens autour de vous, votre famille, vos amis, etc., ils vont vous conseiller en fonction de eux, donc déjà c'est mort, et puis aussi en fonction de leur peur, en fonction de leur goût, en fonction de ceci, en fonction de cela. Et puis un coach, ce qui est bien, c'est quelqu'un qu'on voit à un moment dans notre vie, qui a une sorte de parenthèse enchantée, on peut tout lui dire. Il y a de la confidentialité. Donc il y a des choses qu'on ne dirait pas trop à sa famille ou à ses amis de peur d'être jugé. Un coach, on lui dit tout. Il y a la confidentialité, mais comme ça, on peut vraiment parler des vraies choses et voilà, et avancer sur les vraies choses. Donc, c'est formidable. Il faut bien se renseigner, mais il y a des gens formidables. Et là, j'en fais un peu, on va dire, vraiment, mais très rarement. Vraiment, mais je prends avec parcimonie parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et c'est surtout sur du boost coaching, c'est-à-dire une séance, ça dure 1h30, 2 heures, et on y va, et on dépote, et c'est genre une fois tous les... pas proches, quoi. Parce que j'ai pas le temps et aussi parce que voilà, là c'est des gens qui sont prêts à se prendre en main et donc ils ont tout un truc, ils ont tout leur dispositif à mettre en place, ils savent où ils vont et de temps en temps on se fait un point et hop, de nouveau, nouvelle période, 1 mois, 2 mois et c'est reparti, quoi. Mais c'est hyper rare et je n'ai pas beaucoup le temps. Mais bon, parfois je craque. Ça, tu sais, c'est fort moi j'ai l'habitude de souvent, et là le fait que tu le dises a fait que je m'en suis rendu compte, à plus souvent aller consommer les choses quand je lis un livre ou quelque chose, quand je me rends compte que exactement ça, j'aurais pu le dire, mais il vient de mettre les mots sur cette pensée-là. Et je me suis dit, avec cette personne-là, je peux le suivre. Et les livres, pour ça, c'est génial parce que moi, j'ai été construite par ça. C'est-à-dire, j'ai fait du coaching, mais je pense que j'ai changé ma vie finalement en lisant les bouquins. Beaucoup de bouquins de psychologie et de développement personnel. Ça a beaucoup changé ma vie, mais en expérimentant derrière. Et dans la plupart des cas, les gens, ils lisent le bouquin, ils trouvent ça super, mais ils n'expérimentent pas.
Et du coup, ils prennent un peu, mais ça ne change pas leur vie. Moi, ça a changé ma vie aussi parce que j'ai beaucoup expérimenté. Et c'est pour ça que là, le livre que je sors, c'est un guide pratique. C'est-à-dire que j'explique les choses, je décrypte et tout. Et derrière, je donne des exemples et je parle beaucoup de ce que je connais, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu, comment j'ai fait. Et parfois, je me moque de moi parce que je me suis plantée, mais c'est pas grave. J'explique. Et puis derrière, il y a une mise en action. Il y a des exercices. Il y a fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, ben, tu vas peut-être un peu te rappeler, mais pas beaucoup. Et en faisant, vraiment, on avance. Parce que je suis la preuve vivante de ça. Et moi, j'ai vu tellement de gens, ah, c'était cool, et puis passer à autre chose. Donc, il faut faire. Et je tenais à ce que ce bouquin soit pratique et que d'exercice en exercice, on avance. On commence par un petit bilan pour voir où on en est et pour prendre conscience de notre situation. Et puis, chaque chapitre, ça permet vraiment de développer une faculté, une compétence qui va être très puissante dans la réalisation de nos rêves, dans l'atteinte de nos objectifs, dans la mise en place de quelque chose qui nous va mieux dans la vie. C'est important. Et c'est fort parce que c'est justement ça qu'il faut, au-delà de la littérature, il faut acquérir une littératie de nos livres, des bouquins justement, et d'en tenir quelque chose qu'on peut appliquer à sa vie et juste pas lire et dire ah ouais c'était top, c'était de belles idées et de renfermer. C'est pas ça qui nous fera bouger. Et L'action, c'est la solution. C'est mon slogan de coaching. L'action, c'est la solution. Il y a un moment, et quand tu commences un peu à bouger, tu vas voir que autour de toi, ça va commencer à bouger. Donc, l'action, vraiment. Il y a un temps pour réfléchir, hein, et à un moment, il faut agir. et Véronique Debord, une psychologue qui me disait l'action tue la peur. Mais oui, parce que quand tu agis, tu es occupé à autre chose. Tu penses à autre chose. La peur, c'est aussi ça qui va nous faire nous trouver des bonnes excuses. Non, mais je ferai ça quand je serai riche, je ferai ça quand ceci, je ferai ça quand je serai mince, je ferai ça quand j'aurai fait autre chose, voilà. Mais en fait, le temps, il passe, la vie, elle passe. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Donc, franchement, moi, j'ai vu des gens aussi jeunes partir assez vite, quoi. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais la vingtaine. Là, tu fais, ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Tout peut partir à un moment, tu vois. Et là, j'ai fait, OK, donc la vie, c'est ici et maintenant. Donc, faut y aller ici et maintenant. Et aussi, un truc, c'est que pendant longtemps, puisque moi, je me suis construite en plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse, pendant un certain temps, quand même, jusqu'à assez tard, j'ai vécu ma vie en pensant à demain. Mais sauf qu'en fait, on vit toujours aujourd'hui. Demain sera toujours demain. Donc, je vivais que pour demain. Et j'ai appris aussi à dire, mais en fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut kiffer. Parce que demain, c'est demain, donc c'est pas aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est aussi, quand on choisit bien son chemin, ben voilà, c'est kiffer, c'est faire ce qu'on aime. Ici et maintenant, demain, c'est peut-être fini. On ne sait pas. Donc, tout ce que tu peux vivre, faire, prendre, et fais-le, quoi. Partager, fais-le. Il n'y a pas d'excuses. Mais petit à petit. Il y a un truc aussi, un super truc que je donne aussi en coaching, c'est tous les jours, tu fais un acte, une chose qui va en direction de ton rêve. Une petite, une grande. Donc déjà, tu fais une méga liste et tu pioches dans ta liste. Et si un jour, tu n'as pas le temps, ben, ça peut être dans le métro ta liste de choses que tu pourrais faire aussi. Et puis, ça peut être un coup de fil à des gens pour demander des conseils. Ça peut être... On s'en fiche, petit ou grand, tous les jours, tu fais quelque chose. Et les retours que j'en ai sont effectivement géniaux. On m'a dit, mais c'est dingue, quoi. Parce qu'au bout d'un mois, t'as fait 31 choses, mais il se passe des trucs, c'est pas possible qu'il se passe rien. Donc voilà, et les bonnes choses. Et arrêtons de perdre du temps alors sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais voilà, un temps compté. Et puis à faire des trucs pour ne pas faire vraiment le truc ça s'appelle procrastiner, hein, le truc centré, straight to the point. Votre mission du jour, moi j'aime bien parler de mission, parce que c'est un peu ludique, ça fait agent secret et tout. Ta mission du jour, t'essayes de la faire le matin. Comme ça, c'est fait. Et même si ça te fait peur, en fait, tu fais 1, 2, 3, t'y vas. Un coup de fil à quelqu'un, 1, 2, 3, t'y vas. Pas question. Tu laisses pas le temps. Tu t'es dit, je vais faire du sport tous les jours. 1, 2, 3, tu prends tes affaires. Tu n'écoutes pas ce truc qui te dit, non, n'y va pas. Oh, tu serais mieux dans ton lit. Oh non, il fait froid, il pleut. Non, 1, 2, 3, tu prends tes affaires, t'y vas. Et après, tu es super content. Ça marche. Et c'est vrai que ça marche justement parce que c'est en posant au début, il n'y a rien, il y a le néant et on se dit, bah, au pire, je ferai quelque chose qui me donne justement une petite satisfaction toute petite hein, pour aujourd'hui et souvent qu'on priorise
on donne la priorité au-delà de la grande satisfaction qu'on aura peut-être un peu plus longtemps, mais qui nous comblera mais 1000 fois plus. Et c'est vrai, cet arbitrage-là, c'est là où on se plante en tant qu'humain. On arrive un peu sur la... Kiffer, 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 vraiment, tout le temps, s'éclater, partager avec les autres. Quand tu te sens bien avec les gens, quand tu es chouette avec les gens ils sont contents d'être avec toi, voilà, donner, partager, aider les autres. Quand tu aimes, mais c'est beau ce que tu fais. Alors, de mon expérience, faut choisir qui tu es, parce qu'il y a des gens, franchement, ils donnent pas, pensent qu'à eux, etc. Ceux-là, qu'ils aillent voir ailleurs. Il y a des gens hyper méritants qui se donnent les moyens, qui sont comme nous. Entrons, il faut qu'on s'entraide tous les uns les autres, que ça aille dans les deux sens, pas que prendre. Et créer un truc, mais kiffer d'être dans le plaisir, la joie, le partage. Parce que si tous les jours tu kiffes dans ta vie, tu auras eu une vie super heureuse. Ben voilà. Et ça commence aujourd'hui, ici et maintenant. Maintenant, là. Là, tout de suite. C'est vrai que souvent on remet à demain parce que quelque part au fond demain a toujours été là et qu'on se dit que bon il sera là mais en fait non on n'en est pas trop sûr et tant que en fait ça n'a pas très frappé très proche de nous on se rend pas compte que demain n'est pas forcément garanti. Oui, là, on l'a un peu compris, je veux dire, grâce au Covid. Merci Covid pour ça. Et puis, remettre à demain, c'est aussi la peur, la bonne excuse, le truc. Non, vas-y, tous les jours. Petit, grand, tous les jours. Et puis, voilà, ce serait trop dommage de passer à côté. Il y a une étude d'une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware, qui a vu, son métier, c'était d'accompagner les mourants sur leur lit de mort, et qui a vu qu'en fait, la majorité des gens, en parlant avec eux, regrettent de ne pas avoir justement tenté. Et ça, pour moi, ça me fait pleurer, quoi. C'est horrible. Tu n'as qu'une vie. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas tenté, alors que ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et s'occuper des autres, c'est aussi une bonne excuse. Voilà. Non, 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 non. En fait, occupe-toi de toi. Tu sais pourquoi? Parce que si tu t'occupes de toi, tu es bien, tu es heureux. Et quelqu'un de bien et d'heureux, il va aider les autres. Et il sera mieux pour aider les autres. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent des autres pour ne pas s'occuper d'eux. Ou juste pour être aimé. Ou pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas des bons principes. Puis il ne restera plus que les regrets, en fait. C'est con. C'est con parce que c'est de notre ressort. Ça fait réfléchir ça. Je vois que tu réfléchis. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment hyper sincère. Et moi, je ressens ça tellement fort. Et voilà, faut le faire. Enfin, que chacun fasse ce qu'il a envie, mais voilà, c'est beau tout ça aussi d'y aller. C'est joli. Ça fait de grosses dividendes. On arrive sur la fin de cette discussion qui passée beaucoup trop rapidement à mon goût. J'aimerais te poser mon avant-dernière question que j'aime beaucoup. Qui aimerais-tu rencontrer là tout de suite en sortant de chez toi? Écoute, je dis souvent le Dalai Lama. C'est la sagesse. Moi, je ne suis pas bouddhiste, mais je pense que j'aurais pu l'être. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est l'humour. Voilà, en fait, ce serait quelqu'un qui fait du bien au monde, en tout cas. Quelqu'un qui croit en ses rêves, qui les réalise, qui serait inspirant pour les gens. Quelqu'un une belle personne. Une belle personne, voilà, qui fait du bien. Donc, le Dalai Lama, des gens comme Pierre Rabhi, des gens vraiment qui ont quelque chose en eux et qui veulent donner le meilleur au monde et participer à transformer le monde en donnant le meilleur d'eux pour accompagner les autres, quoi. Tous ces gens-là. Mathieu Ricard, je l'ai croisé, j'ai eu la chance, grâce à une copine Aurélie, de lui parler et tout. Ben, c'était un rêve, hein. Enfin, voilà, il est chouette, quoi. Il est humble. Ah oui, et souvent, ces gens-là, c'est des gens très humbles. Mais qu'est-ce que j'aime l'humilité, quoi. Des gens humbles qui ont beaucoup d'autodérision. Ça vient de la Belgique, l'autodérision. Mais voilà, quelque chose de beau. Parce que si tout le monde va dans ce chemin-là, bon, là, c'est utopiste, mais si beaucoup de gens vont dans ce chemin-là, on change le monde et on est beaucoup plus heureux les uns avec les autres. Enfin, franchement, il n'y a personne, comme Mathieu Ricard dit ça, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Oh, aujourd'hui, j'aimerais bien être malheureux ». Ben non, on veut tous être heureux. Donc, si nous, on apporte du bonheur et qu'on apporte tous les uns des autres du bonheur et qu'on est sur un chemin qui nous va, il ne faut pas se sacrifier, ben en fait, on crée un monde meilleur, quoi.
voilà, et c'est pas naïf ce que je dis, c'est vrai, c'est vrai. Et ça commence par nous. Ça commence, voilà, par nous. Euh, voilà, tu es dans le métro, tu tiens la porte au suivant, tu lui fais un grand sourire. Moi, je fais ça, puis je regarde s'il fait la même chose au suivant, il fait la même chose, celui-là, oui. Voilà, et c'est vraiment montrer le chemin, en fait. Et puis, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est joli. Moi, j'aime ce qui est beau et ce qui est généreux, ce qui est dans le partage et voilà, transmettre ces belles énergies-là. Et c'est très beau. Et la dernière, avant de te laisser filer, maintenant que tu t'es prêté à cet exercice-là, de nous raconter ton histoire, ce qui est important pour toi et là où tu es passé, qui aimerais-tu entendre en faire de même? Ah, que tu pourrais interviewer, c'est ça? Ouais, Ah, écoute, grande question. Euh, bah, euh, D'accessible facilement, rapidement. Mais non, mais le Dalai Lama, ça j'aimerais beaucoup parce que j'aimerais bien savoir autre chose de lui. Mais bon, ça, c'est pas impossible parce que rien n'est impossible dans la non. vie. Mais je dirais sinon Pierre Rabhi, par exemple. Tu vois qui c'est? C'est le Oui, mouvement Gris. oui, oui. Voilà, des gens comme ça, des gens vrais, qui ont des démarches alors entières. Mais moi, je trouve ça très important, des gens qui sont leurs actes et leurs paroles vont dans le même sens. C'est pas de l'affichage. Et voilà, Volontiers. voilà, ouais, c'est vraiment des personnes comme ça. Et il y en a plein, hein. Moi, j'en rencontre de plus en plus. Et c'est un bonheur, quoi. Mais oui, oui, ça pourrait être sympa. Ça pourrait Voilà. être cool. Par exemple, mais Bon. plein de gens, hein. Il y a plein de gens comme ça, mais voilà. En tout cas, merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Très content de cette discussion. J'étais déjà très enthousiasmé par notre première discussion, entre guillemets, en off il y a quelques jours. Et là, ça vient confirmer tout ça, donc très heureux. Et je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, surtout, merci à toi et bravo à toi de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de mettre en avant des personnes, des belles personnes et de les accompagner. Finalement, toi aussi, tu nous accompagnes sur notre chemin, tu vois, je te parle du livre, je te parle de mes conférences, etc. Bah, ça, c'est mon rêve, mais tu les fais connaître. Donc, c'est beau, c'est généreux ce que tu fais. Donc, Merci. bravo. Donc, merci. Et à tout le monde, ben voilà, croyez en vos rêves, quel que soit le chemin, peu importe, construisez votre propre chemin. Il n'y a pas un juste chemin. Même si des gens disent qu'il y a un juste chemin, ben, c'est leur business en fait. Mais on a le droit d'être qui on veut, d'avoir les goûts qu'on veut, les orientations qu'on veut, les croyances qu'on veut. Tant qu'on respecte tout ça chez l'autre, ben voilà, on n'a qu'une vie, c'est la nôtre et c'est notre business. Voilà, et entourez-vous des gens qui sont bien pour vous, mais n'attendez pas que les gens viennent faire votre chemin à votre place et prenez les choses en main et vous serez tellement fiers aussi et tellement heureux d'avancer. Et on n'est jamais arrivé pour moi. Une fois quand il y a un rêve réalisé, ben, il y en a un autre et c'est ça qui est génial parce que c'est inspirant, ça donne la pêche. Mais allez-y, franchement, vous ne regretterez pas, c'est magnifique. Croyez en vos rêves.